DEA de sociologie politique à Sciences Po, c'est le début de la carrière scolaire de Fabienne, après Stanford, et puis une première vie, c'était dans des ministères, Fabienne. C'était quel ministère et ça a duré combien de temps? J'ai commencé au ministère de l'Intérieur, effectivement, il y a très longtemps, parce que je faisais une thèse de doctorat sur les politiques environnementales et le lobbying des entreprises. Et je m'intéressais aux phénomènes sécuritaires, très très loin de l'Internet d'aujourd'hui. Mais donc voilà, et comment la société était en train de se transformer sous l'impact d'une évolution de la société, de nouveaux phénomènes de sécurité. Et c'est là où j'ai découvert quand même l'Internet. Ouais. Alors après, on passe chez VTCOM, c'est ça? Exactement. Et là, c'était pionnier aussi comme approche, hein. Ça continuait. Oui, VTCOM, c'est une petite structure qui, en fait, était une filiale de France Télécom. J'ai mis à peu près 1 an à me rendre compte que c'était une filiale de France Télécom parce que France Télécom ne s'y intéressait pas du tout. Mais le paradoxe, c'est que c'est là où a été créé le premier site Internet en France. Et c'était un site Internet où nous avons créé les Yellow Pages de la Californie. Donc c'était quand même un vrai paradoxe, parce que la Californie, à l'époque, l'Internet, elle y connaissait rien. Exactement. Ça y est, c'est français, madame. Hein, ça me rappelle un peu Minitel, quoi. Alors ensuite, 1997, ça y est, vous atteignez votre nirvana professionnel en intégrant Orange. Et là, c'est pareil, il y a une longue période multimédia. Oui, j'ai participé à la création de Wanadoo et en fait à l'aventure de la structuration de l'Internet en France. Au démarrage, il y avait un vrai débat. Est-ce qu'au final, les business models qui l'emporteraient, c'est apporter l'accès aux clients ou c'est offrir des contenus? On a mis quelques années à se rendre compte que sans accès, il n'y aurait pas de contenu. Et donc, c'est là où les premiers acteurs et les premiers compétiteurs, c'était des AOL, des Yahoo, qui ont tout à fait vite compris que l'accès serait prédominant. Et là, on a eu du nez quand même en créant Wanadoo et en se disant il faut absolument créer une offre d'accès française, qui était Wanadoo et qui était le seul, j'allais dire, opérateur français sur son territoire à se battre, jusqu'à ce que se structure ce marché. J'ai vu un nombre de compétiteurs se créer et disparaître jusqu'à ce que dans les années 2005-2007, hein, mais c'est assez récent, se structure ce que moi j'appelle les bleus, Bouygues, les gris, Iliad, les rouges, SFR et Orange. Mais pendant quasiment 10-15 ans, cette bataille s'est faite avec des petits acteurs qui émanaient de l'étranger et de l'Europe. Alors, beaucoup de jobs différents au sein du groupe, et notamment patronne des ventes et patronne aussi de la relation client. Donc la relation client, Fabienne, est-ce qu'on peut dire que c'est dans la génétique du groupe aujourd'hui? Est-ce que ça l'a toujours été? La relation client a toujours été au cœur de notre stratégie parce qu'effectivement, comme on est leader et que nous avons, au final, si je vous donne un chiffre, il y a 36 millions de clients chez Orange France. Voilà. 36 millions de clients, il y a 60 millions de Français, ça en fait quand même plus de la moitié. Donc effectivement, gérer 36 millions de clients, je pense que Enrique il va être d'accord avec moi, ça mérite un tout petit peu de process, d'organisation. Et donc la relation client a toujours été au cœur de notre stratégie et avec très vite, dès les années 2006-2007, la volonté de digitaliser cette relation client pour être capable de rendre la vie de nos clients la plus simple possible, parce que dès lors qu'on digitalise, on oblige l'entreprise à simplifier. On oblige au final à avoir des processus simples. Et donc, c'est un vrai bénéfice, la digitalisation. Elle l'a évidemment parce qu'elle vous permet d'être autonome en tant que client, mais elle permet surtout à l'intérieur d'une entreprise aussi complexe que la nôtre, qui a un aussi large catalogue d'offres, de simplifier ses processus, son organisation, ses modes de fonctionnement. Donc, d'éviter évidemment les dysfonctionnements clients, ce qu'on appelle des clients qui partent en vrille, parce que les processus, parce que c'est compliqué, et donc éviter évidemment d'avoir de l'insatisfaction client. Et ça coûte quand même plus cher de reconquérir plutôt que de conserver, non Fabienne? Exactement, d'abord ça coûte plus cher un client mécontent, parce qu'on gère ce mécontentement, on gère aussi au final effectivement la reconquête, et donc c'est pour nous un axe fondamental qui est de garder cette confiance que les clients nous accordent, mais surtout de la garder sur des assets extrêmement solides. Et moi, je suis assez fière parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur le marché grand public, pro-PME, entreprise, même si, effectivement, je sais qu'il y a des tas de situation client complexe, on a ce qu'on appelle un NPS qui est quasiment de 10, 15 à 20 points d'écart avec nos concurrents. Donc voilà, cet effort qu'on fait depuis des années, il paye. Il paye parce qu'on a un taux d'attrition extrêmement faible et parce qu'au final, on a une confiance client qui se maintient. 2011, changement de décor. Faites tout un peu à l'envers, Fabienne. Hein. Tout à l'envers. Donc là, vous devenez opérationnel et patron d'une belle région, le Nord. Exactement. Et pourquoi ce changement là? Alors, c'est lié à l'histoire de ce groupe, puisqu'en 2009, ça ne nous a pas échappé, l'entreprise France Télécom a vécu une crise sociale majeure, dont un procès en appel vient de se terminer. Et à ce moment-là, la décision, Stéphane Richard est nommé à la tête du groupe et décide au final de changer la totalité du management.
donc l'ensemble des directeurs, et notamment de créer des directeurs opérationnels en région, donc on divise la France, et on nomme des patrons opérationnels qui vont au final gérer des territoires, donc gérer des boutiques, gérer les techniciens, gérer le déploiement des réseaux, gérer les services clients. Et moi qui avais uniquement géré dans ma vie du digital, on me propose au final, parce que j'avais une forme le terme est terrible quand on a 55 ans, mais de virginité dans l'entreprise. Ouais, puis d'appétence pour l'humain aussi. Enfin, et d'appétence pour oui, l'humain, de faire le chemin inverse et donc de passer dans les opérations et de m'occuper et de travailler à la reconstruction d'une entreprise qui avait été broyée par cette crise. Et juste pour vous faire sourire, donc j'arrive en 2011 et c'est la première fois que je rencontre les organisations syndicales de ma vie, parce que le digital ne les avait jamais intéressés. Donc voilà, reconstruire une entreprise en n'ayant jamais rencontré d'OS de sa vie, en fait, je vais vous dire, c'est une force. Parce qu'au final... Là, vous êtes hier, on me dit, tiens, c'est quoi ces gens-là? Et eux se sont posé la même question. Ouais. Et d'ailleurs, au premier comité d'entreprise, juste pour la petite anecdote, je l'ai appelé le secrétaire général. Et comme j'avais commencé à l'armée aussi dans les légions étrangères, il m'a dit non, je suis secrétaire tout court. Je dis, bon, général, je garde pour moi. Et cette expérience chez les ch'tis, alors, ils sont attachants humainement? C'est une région formidable. Je ne sais pas s'il y a des gens du Nord dans la salle. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des gens du Nord? Non. Voilà. Ah, si, quand même. Vous pouvez quand même dire la vérité, Fabienne. Ils sont vraiment sympas? Alors, moi, je trouve que d'abord, c'est une terre où le sens du service existe. Ça bosse en plus. Hein. La notion du service client, elle est nulle part ailleurs comme on peut la connaître dans le Nord. Je pense que c'est une vraie expérience de volonté de servir les clients. Deux, il y a quand même une culture du patronat social qui permet effectivement, issue évidemment du terrain minier et de cette histoire difficile, d'avoir un dialogue social extrêmement fort et constructif. Et puis, j'allais dire, effectivement, comme il fait un petit peu moins beau qu'ailleurs, sans doute qu'on a un taux de productivité de travail un peu meilleur. Mais moi, j'ai adoré vivre à Lille, je le dis, et je défends encore le Nord plus que jamais. Bon, on a un très joli club qui se réunit à Lille, à l'hôtel Clarence. Et il y a des très grands patrons à Lille. Hein. Absolument. Et puis, il y a un président de région, sans faire de politique. Et un tissu économique de PME, d'entreprises extraordinaire, avec beaucoup de créativité. 2013, directrice de la communication. Donc là, c'est en changement de décor encore. Alors, cette marque Orange, on l'a un peu oubliée, mais elle n'a que 10 ans, quelque part, Fabienne. Avec le recul, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de la créer, de la lancer au niveau national, international? Et puis, quelles sont les valeurs aujourd'hui sur lesquelles on peut compter? Alors, la marque, elle a un peu plus d'histoire, mais elle avait une histoire en Angleterre. Exactement. Effectivement, elle avait été créée en Angleterre sur le mobile. Et quand on la récupère en France, on décide d'en faire la marque convergente de l'ensemble de l'entreprise. Et je pense qu'on a eu raison. Aujourd'hui, elle fait partie des 5 marques françaises les plus capitalisées dans le monde. C'est-à-dire que dans le top ranking des 100 marques dans le monde, vous avez 5 marques françaises. Vous avez Hermès, vous avez LVMH, vous avez Chanel et vous avez Orange en 4e position. Pas mal, alors, hein. je vends pas des sacs aussi chers, parce que je me dis pas encore. Voilà, jamais, ça peut être une diversification, mais c'est une marque exceptionnelle dans sa puissance. Elle est valorisée à plus de 20 milliards d'euros, et au final, elle a une puissance d'une marque de luxe, ce qui est assez atypique, qui est lié au travail qu'on a fait effectivement sur les valeurs de la marque, sur l'imaginaire autour de la marque, des valeurs à la fois de bienveillance, mais aussi d'innovation, de confiance, de présence, aux côtés de proximité, et qu'on essaye d'incarner tous les jours. Alors, aujourd'hui, donc, patron de France et puis DGA du groupe au niveau mondial. Le groupe, il y a eu des changements. Stéphane Richard, qui était notre invité ici il y a 3 ans, je crois, est parti. Donc, il y a une nouvelle organisation qui s'est mise en place, hein, Fabienne? Exactement. On a choisi, et ça avait été décidé d'ailleurs par l'État il y a quelques années, mais je pense que c'est une bonne chose, de dissocier les fonctions de président et de directeur général qu'on retrouve dans la plupart des entreprises aujourd'hui, notamment dans des grands groupes comme les nôtres, où il faut être honnête, on est dans un monde de plus en plus incertain, où le processus de décision doit être de plus en plus rapide, de plus en plus complexe, et on voit bien que la dissociation des fonctions, elle permet au final de croiser les regards et de prendre, j'allais dire, à la fois toujours autant de risques, mais avec sans doute non pas une unicité de prise de décision, mais un vrai challenge qui s'organise à la tête de l'entreprise. Et je pense que c'est à partir du moment où le binôme fonctionne bien, et il fonctionne bien chez Orange, c'est vraiment très salvateur pour les entreprises. Tout va bien avec Christelle, qui était notre invitée avec la casquette chez Air France il y a quelques années également. Alors, 2 femmes qui dirigent l'entreprise, moi j'aime bien. Ah, mais c'est génial, franchement, on est fan. Alors après, au niveau du business, comment ça se passe? Parce qu'au total, l'an passé, ça fait un peu plus de 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 136 000 collaborateurs. Il faut vendre des choses quand même. Donc l'offre d'Orange en France, on va la rappeler succinctement.
Alors, l'offre des télécoms, elle est d'une évolutivité totale. Il y a même pas 15 ans, on vendait du téléphone traditionnel, ce qu'on appelle le RTC, qu'on est en train d'arrêter de décommissionner. Et au final, on vend aujourd'hui du triple play, c'est-à-dire de la voix sur IP, de la télévision sur IP. Et la spécificité française, c'est que 60% des Français regardent la télévision via la box. Ça, c'est unique. 60%. 61% des Français regardent la télévision via la box. Et donc, via ce qu'on appelle le réseau IP. C'est unique dans le monde et c'est une de nos forces, au final, parce qu'on a été capable d'amener des services. Et puis, on amène aussi, évidemment, de l'Internet. L'objectif pour nous derrière, c'est d'être toujours dans les logiques d'innovation que ces réseaux apportent à la maison, notamment de pouvoir demain avoir des services de maison protégés, c'est-à-dire des services sécurisés à partir de votre box, d'avoir au final autour de ces réseaux qui se construisent dans la maison, et on voit bien qu'on va de plus en plus aller vers ça, des services qui vont permettre par exemple de faire du maintien à domicile pour certaines personnes, avec des logiques de capteurs qui vont permettre de suivre effectivement des personnes qui seront non pas à l'hôpital ou en EHPAD, mais qui peuvent rester chez eux avec un accompagnement. Ça nous permet effectivement d'amener de la médecine à distance chez les médecins. Donc notre métier, il est à la fois d'amener de la connectivité, de faire évoluer la connectivité, mais surtout de penser les services et de favoriser l'intégration de ces services demain et les rendre les plus fluides possibles et les plus accessibles possibles au plus grand nombre. Alors la Livebox 6, ça fonctionne ou pas? C'était lancé en très avril, grand succès de cette Livebox. Pourquoi? Parce qui est client, qui a déjà une... Voilà. Ah, vous êtes très nombreux là. Oui, c'est parce qu'on l'a lancé il n'y a pas longtemps. Et pourquoi est-ce que la Livebox est un grand succès? Parce qu'au final, pendant cette crise sanitaire, évidemment qu'en tant qu'opérateur, on a été très bousculé comme vous. On a dû accroître évidemment notre capacité réseau avec une explosion des usages. Et on a très vite compris que globalement était en train de se transformer le rapport à la maison et au travail à la maison. Et que cette box, qu'est-ce qu'elle embarque? Elle embarque au final un Wi-Fi beaucoup plus large, avec ce qu'on appelle une technologie Wi-Fi 6, et puis des répéteurs Wi-Fi qui permettent au final d'organiser ce qui se crée aujourd'hui, c'est ces résidences semi-principales, qui sont au final des résidences secondaires, qui deviennent des lieux de travail, notamment de télétravail, et qui nécessitent au final qu'on repense la capacité d'avoir un réseau de qualité dans son domicile pour être capable de vivre le boulot aussi, quoi. Et de vivre sa vie professionnelle. Absolument. On va terminer quand même, ça coûte 34,99 toujours, non? Le début, la première Exactement. année. Comme ça, vous le savez, merci on sait jamais. de faire la promotion. Les enjeux de la fibre, Fabienne, quels sont-ils? Alors, les enjeux de la fibre, c'est de finir le déploiement. Et il faut être honnête, je vais vous donner 2 chiffres qui sont très, très importants pour moi parce qu'on se plaint toujours en France et ça m'agace, je vais vous le dire très clairement. La France est fibrée à 70%. 70% des foyers en France sont fibrés. C'est moins de 38% en Europe. C'est 8% en Allemagne. On a amené sans doute à marche forcée, et avec effectivement des problèmes de qualité qu'il faut qu'on règle, mais on a amené une fibre dans un temps record. Déployer un réseau fixe, ça prend 40 à 50 ans. Et là, on va l'avoir fait en moins de 15 ans. Donc effectivement, c'est une très grande victoire de la France, qui a permis de soutenir d'abord le télétravail, l'éducation, les entreprises, qui globalement ont accès à la fibre et basculent. Donc ça, c'est fondamental. Le deuxième point, je ne sais pas qui a dit que c'était cher, c'est les prix en France sont les plus bas du marché, sur le mobile et sur la fibre. Quand vous comparez, on en parlait avec Enrique en Espagne, tu pourras confirmer, parce qu'on ne va pas me croire, mais toi, on te croira. En Espagne, les prix sont 2 fois plus élevés que la France. Or, la France a mis des milliards d'euros pour un global, et il n'y a pas que l'opérateur Orange, pour globalement améliorer ses réseaux et offrir une qualité de réseau qui, là aussi, est incomparable avec tous les autres pays européens. Donc, au final, c'est ce qui fait d'ailleurs que les opérateurs de télécommunications en France se sont énormément fragilisés. Et moi, j'ai qu'une inquiétude, deviennent des proies, et elles le seront toutes à un moment ou à un autre, parce que la consolidation du marché se fera. Parce qu'aujourd'hui, quand les cours de bourse des opérateurs se traînent comme ils se traînent, à un moment, elles deviennent des acteurs fragiles. Je vais vous donner juste un exemple, c'est exactement ce qui se passe en Italie. Telecom Italia, l'opérateur historique, leader, le cours de bourse de Telecom Italia, c'est 0,43 centimes d'euros. On est en train 0,43 centimes d'euros. Ça valait 40 euros il y a 2 ans, 3 ans. On est en train de découper Telecom Italia, mais vraiment de le découper. Les fonds sont en train de prendre ce qui a de la valeur et le reste, on va acheter. Pas très bon tout ça. C'est terrible parce qu'en fait, et là je reviens avec une vision industrielle, c'est une défaite industrielle et elle peut coûter extrêmement cher. Et là, si nous perdons le lead dans nos pays, j'allais dire avec des acteurs français, on en parlera peut-être, mais là les GAFAM, c'est des boulevards qu'on leur ouvre. T'as peur d'eux ou pas?
Non, pas plus que depuis 10 ans où ils sont effectivement très actifs. Je pense que ce qui est en train de tourner aujourd'hui sur les GAFAM, même s'ils restent très puissants, il ne faut pas se leurrer, c'est plusieurs phénomènes. Un, d'abord quand même un antitrust américain qui commence à regarder avec attention quand même ces monstres qui là aussi sont en train de bousculer l'économie américaine. Et je pense que c'est d'eux que viendra au final quand même le découpage potentiel de ces acteurs qui les fragilisera. Ce n'est pas la priorité actuelle des États-Unis, on le voit bien, mais à un moment ou à un autre, ce sujet-là viendra. 2, je pense qu'il y a une taxation qui commence à se réfléchir au niveau européen, au niveau France, pour que globalement, il y ait quand même une répartition des coûts. Les GAFAM, alors on parle beaucoup des Amazon, évidemment des Google, mais moi je pense aussi aux Netflix et autres. Netflix, c'est 80% de la bande passante entre 18h et 20h. Et ils ne payent 0 sur les réseaux, c'est le cas partout. En Corée, pour vous donner un exemple, le premier opérateur de télécommunications en Corée a décidé de réduire son capacitaire entre 18h et 20h. Il est rentré dans un bras de force avec Netflix en disant soit vous me payez le transport, soit je dégrade la qualité. Et je pense qu'on va arriver à un bras de fer où de toute façon, il va falloir qu'on fasse payer les GAFAM à la fois d'abord pour les profits qu'ils font, j'allais dire, dans les pays, mais aussi pour j'allais dire, le fait qu'ils se construisent et qu'ils se développent sur le dos comme des parasites d'acteurs qui payent extrêmement cher et sur lesquels ils ne participent pas à l'économie. Qui payent des impôts aussi en Exactement. France. C'est l'Europe la solution, c'est la France? C'est l'Europe, c'est la France, c'est les régulateurs. Oui. Et les régulateurs, il y a 28 régulateurs en Europe qui ont tous des avis différents et que les régulateurs commencent à demander, certes qu'on respecte la net neutralité, c'est-à-dire qu'on distribue de l'Internet pour tout le monde de la même façon, mais que quand même celui qui en bénéficie le plus paye davantage, c'est fondamental. Donc j'allais dire, c'est les institutions qui doivent aider les acteurs économiques à ce qu'il y ait un partage de la valeur qui ait du sens. Et le troisième élément qui me paraît important pour nous, et moi j'y tiens beaucoup, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait peu de compétition entre les GAFAM. Plus on avance, plus il y a de la compétition. Vous qui avez la télévision, vous avez devant vous Netflix, vous avez Amazon Prime, vous avez demain HBO Max, vous avez Disney+, vous allez avoir Paramount. Alors, je ne mettrai pas tout à fait Salto dans la même escarcelle, mais on pourra en reparler. Et ça, c'est très important pour nous, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un acteur dominant qui était Netflix. Donc, négocier avec un acteur qui est dominant et qui vous tient pieds et mains. Ça, c'est plutôt bien. Donc, le fait qu'il y ait de la compétition, on va faire jouer la compétition. Et donc, on va être enfin en position un petit peu de force pour que, globalement, puisqu'ils sont en compétition entre eux, on essaye de tirer notre épingle du jeu. Fabienne, donc, oui, je suis optimiste. Bon, ça, c'est bien. Sur les 1100 entreprises du club, on a en gros 80% de PME, ETI. Est-ce que ça, c'est une clientèle qui t'intéresse? Est-ce que tu as une offre? Est-ce que tu as envie de les séduire, de leur dire, venez nous voir? On est opérateur grand public, mais évidemment sur le marché pro-PME, sur le marché entreprise. Alors sur le marché pro-PME, on est un très gros leader. Je ne vais pas donner le chiffre parce que l'ARCEP en général me tape dessus à chaque fois. Oui, on est un opérateur majeur. C'est 2,5 millions de clients pour Orange France sur le marché pro-PME. Et c'est pour nous un enjeu fondamental avec deux objectifs. Un, d'accompagner dans la transformation numérique qui touche toute l'économie et que le Covid a accéléré. Et évidemment, basculer à la fois sur la fibre, mais basculer aussi sur ces nouvelles technologies qui doivent aider l'ensemble des entreprises à gagner en efficacité et surtout à gagner en capacité à étendre leur terrain de jeu, l'internationalisation, etc. La France était très en retard sur le segment pro-PME dans la transformation numérique par rapport à des pays comme la Belgique, les Pays-Bas ou même l'Angleterre. Et là, on est en train de rattraper ce retard-là, notamment sous l'impulsion évidemment de la crise sanitaire qui a amené à une transformation accélérée. Et pour nous, c'est fondamental de trouver les bonnes offres. Et on a d'ailleurs lancé pour la première fois cette année, parce que le marché l'a aussi demandé, des offres de cybersécurité, Internet, mais aussi mobile, adaptées aux pro-PME pour que globalement tout le monde puisse se sécuriser dans un monde qui se multiplie en attaques cyber et que ce ne soit pas uniquement réservé aux grands comptes ou aux grandes entreprises qui sont capables de se payer effectivement des cybersocs très sophistiqués. Donc voilà, bien sûr qu'on est au cœur de cet accompagnement, de cette transformation et des besoins. Oui. L'international, Fabienne, on en parle un peu. Donc il y a une présence dans combien de pays au total d'Orange? Nous sommes présents en fait dans 27 pays, dont 22 en Afrique. 22 en Afrique. Alors, même si la France est le pays le plus important. Avant d'arriver en Afrique, l'Espagne par exemple. L'Espagne, nous sommes en Espagne. Est-ce que c'est un pays important pour le groupe aussi? Alors l'Espagne est un pays important. C'est un pays où, par contre, va commencer, ce qui est très important aussi, c'est une consolidation in-market, c'est-à-dire qu'on voit bien que la faiblesse des opérateurs de télécommunications en Europe, pardon, je voudrais résumer en 2 chiffres, c'est très simple. Plus de 120 opérateurs de télécommunications, un marché de 360 millions de clients, 28 régulateurs. Aux États-Unis, vous avez 3 opérateurs de télécommunications,
380 millions de clients, Ouais. un régulateur. Donc en fait, la fragmentation du marché fragilise les acteurs et évidemment crée une compétition extrêmement forte, concurrentielle, qui évidemment va dans l'intérêt du consommateur parce que le pouvoir d'achat s'en retrouve soutenu, mais qui fragilise les acteurs et fragilise au final la capacité d'investissement. Donc au final, l'Espagne a vécu une crise avec un éparpillement et une compétition extrêmement forte, des prix plus élevés, mais une très grande compétition qui a mis à terre un certain nombre d'acteurs. Et donc on va participer à une consolidation en s'associant avec MásMóvil pour recréer un acteur qui va être capable au final, d'investir et d'être viable. Hier, on avait donc à l'autre soirée du club qui était ici aussi, Fabienne, un confrère, un collègue, un ami peut-être, Paul Deleuze, qui est le patron de Orange Bank. Alors, qu'est-ce que vient faire un groupe de télécom dans la banque ? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qui est que l'objectif qu'on a, c'est de nous diversifier, nous aussi, pour aller chercher des relais de croissance, comme vous le faites dans vos activités, au final, au-delà de votre cœur de métier, et qu'effectivement, nous sommes allés dans la sécurité, avec Maison Protégée, qui est une offre qu'on a montée, qui permet de sécuriser avec toute une structure, du gardiennage, etc., des offres liées à la banque, liées à la maison. On est allé dans la banque, pourquoi ? Parce qu'en fait, via le mobile, via Orange Bank, nous sommes capables, de par la confiance que nous avons, d'offrir des services et surtout d'attaquer des consommateurs qui n'ont pas l'habitude d'aller sur des banques digitales. Tout le monde ne va pas être client de N26 ou de Revolut. Et donc, la confiance que Orange a auprès du grand public, auprès aussi d'une population parfois un peu plus âgée, mais aussi dans la gestion des enfants et dans la famille, nous permet effectivement de développer une offre bancaire qui marche bien, 1,5 million de clients en l'espace de 3 ans, et donc d'offrir des services. Là encore, c'est des logiques de services. Elle marche bien partout, y compris en Afrique. En Côte d'Ivoire, je pense que ça cartonne pas mal. Alors l'Afrique est un pays qui est plus en retard évidemment sur la bascule 4G et sur les terminaux, notamment smartphones, mais qui est très en avance sur la monétisation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réseau bancaire. Donc la plupart des Africains, depuis très longtemps, ont des systèmes de wallet sur leurs terminaux et leur salaire est versé au final, sans être bancarisé, sur ces systèmes de wallet. Et donc le paiement mobile en Afrique, c'est une pratique courante, puisque de toute façon, vous n'avez pas de distributeur et vous n'avez pas de système bancaire. Donc, vous avez en Afrique quasiment, nous, on a 120 millions de clients qui utilisent Orange Money, qui est un système de paiement via son terminal et via des terminaux qui ne sont pas automatiquement des smartphones. Les problématiques de parité, de mixité pour Orange, en France en tout cas, Fabienne, c'est aussi une préoccupation, en tout cas c'est un sujet ? C'est un enjeu fondamental, comme pour toutes les entreprises, parce que globalement, compte tenu de la complexité de ce monde, la diversité est clé pour prendre les bonnes décisions, pour regarder les sujets avec des yeux différents et être sûr que globalement, on confronte les points de vue. On a chez nous plusieurs enjeux derrière la diversité. Il y a évidemment l'égalité homme-femme, surtout que nous sommes dans des métiers très techniques. Bon, ça va, au-delà de la pyramide, ça va pour l'instant. Alors, oui, et heureusement, parce qu'au final, on va tirer quand même une féminisation. Orange, c'est que 36% de femmes, c'est pas énorme. 36% de femmes. 36% de femmes. Combien de collaborateurs dans le monde ? Dans le monde, c'est 136 000. Et en France ? Et en France, c'est 50 000. Et des métiers qui sont particulièrement dépositionnés comme les techniciens d'intervention, c'est à peine 14%. Donc voilà, on a ce besoin de féminiser. Pourquoi ? Parce que c'est aussi des compétences qui sont nécessaires. D'ailleurs, pour vous faire sourire, là, on est évidemment partenaire du Tour de France. Il y a pour la première année un Tour de France masculin, puis un Tour de France féminin. Oui, parce que je cherchais le côté féminin. Non, mais vous allez voir à la fin, c'est qu'on a réussi à constituer une équipe spécialiste, ingénieure, technicienne féminine qui va assurer l'ensemble des images pour le monde entier, pour 190 pays. À travers Orange, mais uniquement menée par des femmes de bout en bout. Donc devant le vélo, derrière le vélo, il y aura des femmes. Voilà. Et ça, mais c'est un vrai challenge et c'est une vraie complexité. Et puis d'autres diversités, c'est aussi une diversité culturelle, c'est une diversité de provenance, c'est une diversité de parcours. Moi qui ai un parcours très atypique, je lutte. C'est vrai que vous n'êtes pas politicienne, pas énarque, pas... En sociologie politique, j'ai un parcours très très particulier. Je pousse à ce qu'effectivement une entreprise accueille des profils, des autodidactes, accueille des profils différents qui de toute façon enrichiront l'entreprise à la fin. Ça, c'est une évidence. Quand vous ne bossez pas 24 heures par jour, là, les centres d'intérêt, c'est quoi ? Puis ensuite, le meilleur souvenir, soit de restauration, soit de vin. Alors, lorsque je ne travaille pas, je fais 2 choses. Je fais de la randonnée. Je suis savoyarde d'origine, donc voilà, je marche beaucoup. Je fais des randonnées avec mon mari de 3-4 jours. En général, je pédale loin derrière lui parce que comme il fait quasiment 2 mètres, autant vous dire qu'il a des pas un peu plus larges que moi, mais c'est pas grave. Et puis je lis beaucoup. Je suis une grande lectrice, voilà, et tout ça avec mes enfants aussi. Donc mes enfants sont
Je les emmène dans mes lectures et les emmène dans mes randonnées. On fait des randonnées itinérantes en famille, voilà. Et un souvenir peut-être, un beau resto ou alors d'une bonne bouteille à déguster dans un contexte sympa? Alors, un souvenir. Alors, moi qui ne suis pas, je suis la plus mauvaise cuisinière de la terre. Je ne cuisine pas. Non, mon mari cuisine depuis 30 ans parce qu'il a peur que je l'empoisonne tous les soirs. Donc donc ça vous donne quand même. Est-ce que c'est bon ce qu'il prépare? Il est très très bon. Oui, parce qu'en plus je lui ai offert des cours. Pour qu'il Oui, soit encore meilleur. Ah oui, oui, oui. Bout, quoi. Il a fait l'école du Ritz parce que je me suis dit autant que j'investisse aussi. Voilà. Donc je suis une très mauvaise cuisinière. Par contre, j'ai un souvenir extraordinaire. Alors je suis désolée, j'espère que je vais vexer personne, mais d'avoir dîné chez Bras. Oh, très bien. Et là, moi qui ne connais rien à rien. Ouais, c'est presque mieux que le mari, non? Là, oui. C'est pour ça que je l'ai réemmené depuis en disant tu ne veux pas essayer de copier. Voilà. Et puis un vin que j'aime particulièrement, alors très particulier là aussi, c'est le vin jaune du Jura. Ah, très bien. Bah, ça, c'est très bien. Je suis une grande fan de vin jaune du Jura, très atypique, bien sûr. Mais dont j'aime le côté à la fois corsé, presque de goût de noix très fort. Ouais, et donc voilà, je suis très fan de ce vin-là. Avec du comté, c'est... Bien sûr, avec un comté de combien de mois? De 18 mois. Au minimum. En phase. Enrique, le micro, il est où le micro, mademoiselle? Et toi, tu aimes bien le vin du Jura ou pas? Est-ce que tu connais le vin du Jura? Parce que c'est vraiment faux, c'est un vin presque d'expert. Hein. Je suis obligé de connaître tout. Ah. Mais pas aussi bien que Fabienne. Tu as répondu un peu à ma question, mais on pense tous qu'Orange, c'est un champion français magnifique. Mais vous êtes dans une compétition qui aujourd'hui est mondiale. Et on voit avec beaucoup de peur que la technologie se diverse entre la Chine et les États-Unis. Et l'Europe, il compte de moins en moins, parce que c'est probablement un énorme risque. Tu l'as dit aussi, il y a plus de 100 opérateurs en Europe, il n'y a que 3 aux États-Unis, il y a probablement si peu en Chine. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu imagines qu'Orange pourra faire pour devenir encore au centre du jeu et que l'Europe y compte comme on l'a été pendant des siècles et on se conforme à être un peu les marchés des autres territoires et juste que des consommateurs heureux? Bon, il suffit de racheter Google et Amazon, pas bien, hein? Non, je ne suis pas sûre, parce que je pense que Google et Amazon auront besoin des opérateurs de télécommunications, sinon ils n'existent pas. Si on n'était pas là, ils n'existeraient pas. Par contre, il faut qu'on organise le partage de la valeur. Je pense qu'on a 3 enjeux fondamentaux. C'est organiser la consolidation de ce marché. Que ce soit ce qu'on appelle consolidation in-market, c'est-à-dire effectivement, nous on vient de le faire par exemple en Belgique, on a racheté un opérateur pour avoir des tailles critiques. On le fait en Espagne. On ne sera pas majoritaire, mais il faut le faire. On vient de le faire en Roumanie. Donc il faut organiser les consolidations in-market pour avoir des opérateurs solides. Il faut continuer d'étendre le footprint, parce que les opérateurs, au final, qui seront solides, ce sont ceux qui auront des masses critiques, avec, j'allais dire, des millions de clients pour être capable de rentabiliser les investissements, parce que c'est quand même très CAPEX-centrique, notre activité. Et puis 3, c'est celui de prendre les révolutions technologiques. On a devant nous 10 ans, et c'est terrible ce que je veux dire, mais c'est une réalité, où les révolutions technologiques vont être 10 fois plus importantes que les 10 dernières années. Ça, c'est fondamental. Avec des décommissionnements de réseaux, ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire qu'on va abandonner les couches qu'on a sédimentées des vieux réseaux, on va abandonner la 2G, la 3G, le cuivre, et on va se concentrer sur les réseaux de demain. On va les softwareiser pour les rendre plus agiles, et ça, c'est un enjeu fondamental qu'il faut qu'on réussisse, parce que les réussir va nous rendre moins dépendants de la Chine, des États-Unis, donc on va regagner en indépendance. Il va falloir qu'on intègre de la data et de l'IA. La data et l'IA va être la transformation des années à venir, mais qui est dans la continuité de la digitalisation, mais qui va amener aux entreprises des transformations majeures. Donc voilà, il faut réussir cette révolution technologique pour gagner en footprint, en valeur, en parc, en autonomie. Et effectivement, là on vit un conflit Russie-Europe, qui ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il y a un autre conflit quand même latent, et on le voit bien avec ce qui se passe à Hong Kong ou à Taïwan. Il faut que vous ayez en tête que Taïwan, c'est le seul territoire dans le monde où vous avez 90% des composants qui sont développés. Ouais. Donc l'enjeu de Taïwan, il est pour le monde entier fondamental. Ouais. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une lutte pour essayer de créer une entreprise miroir dans un temps record pour qu'on perde et pour que le monde entier perde la dépendance à la Chine. Parce que si un jour la Chine envahit Taïwan, on est tous terminés. 80% des terres rares qui sont aujourd'hui la première matière qui constitue les terminaux viennent de Chine. Donc il faut absolument qu'on arrive à travailler en parallèle pour diminuer notre dépendance.
avoir une dépendance peut-être aux États-Unis. Les États-Unis ont aussi une dépendance à l'Europe très fort. Il n'y a que 2 équipementiers qui sont Nokia et Ericsson qui sont européens. Et donc avoir des deals où globalement les États-Unis ont des acteurs effectivement majeurs leaders, où l'Europe garde ces 2 acteurs équipementiers Nokia et Ericsson européens, et avoir des rapports de force qui soient, j'allais dire, non pas en notre faveur, mais équilibrés. Oui, c'est ça l'enjeu. Pas tous les œufs dans le même panier, quoi. Exactement. Et ça, c'est l'enjeu sur lequel on travaille. Thierry ? Bonsoir. Bonsoir. Alors ça, c'est des plans à 10 ans. Moi, je vais faire ma nup ce soir. On a une inflation de 5% à peu près. Je pense qu'on sera à 5-6. On va pas me goter sur 1%. Je pense qu'on sera dans les 10 d'ici la fin de l'année. Donc, bien parti pour, à mon avis. Est-ce que dans votre stratégie court terme, parce que dans 6 mois, c'est court terme, est-ce que vous envisagez, par exemple, parce que vous avez 55% de part de marché, est-ce que vous envisagez peut-être de privilégier un petit peu plus de volume, baisser l'ARPU, afin de résister un petit peu à tout ça? C'était ma question. Non, ça ne sera pas possible. On ne pourra pas baisser les ARPU parce que les ARPU en France sont déjà les plus bas du marché. Par rapport aux compétiteurs français, mais européens aussi. Et en fait, le problème, c'est que si vous baissez l'ARPU, vous ne pouvez pas augmenter les volumes. Pourquoi? Je vais vous donner un chiffre. Le taux de pénétration du mobile en France est 119%. Alors moi, je veux bien que vous fassiez tous beaucoup d'enfants, que vous les éleviez très vite, mais le marché, il est saturé. Thierry, faut y aller, il est mature. Oui, mais dans ce cas-là, oui, mais c'est pas de la croissance que vous faites dans le churn, parce que globalement, le coût d'acquisition du client fait que globalement, vous ne créez pas de valeur avant 2-3 ans. C'est pour ça que le marché français, il est très compliqué, parce qu'il est mature, il est saturé, et qu'effectivement, c'est pour ça qu'on dit, nous, que la consolidation est nécessaire pour qu'on retrouve effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire une capacité à rentabiliser des investissements et des CAPEX très importants. Les CAPEX d'Orange France, tous les ans, c'est 3,8 milliards. C'est colossal. On met 3,8 milliards sur la table pour que les réseaux fixes, les réseaux mobiles fonctionnent. Donc je peux vous dire qu'il faut quand même derrière aller chercher du chiffre d'affaires. Oui, il est élevé, mais vous voyez, c'est ça l'équation. C'est pour ça que le parc est fondamental. Donc non, on ne pourra pas. Et surtout que moi, je vais vous donner quelques chiffres. Là, aujourd'hui, l'inflation, elle s'exprime pour nous de 2 façons. L'énergie, une ardoise énergétique qui, entre le début et la fin de l'année, va nous coûter 170 millions d'euros de plus. C'est beaucoup, 170 millions d'euros. Et une augmentation de toutes les matières premières. Lorsque vous êtes sur les routes, que vous voyez les poteaux là, qui tiennent le réseau, il y en a 15 millions en France, le coût d'un poteau a augmenté de 25%. Le coût de vos box a augmenté de 30%. Mais les poteaux, ils ne tombent pas, Fabienne, ça va. On en change 300 000 par an. Ah, d'accord, il y a 300 000 nouveaux. Ouais. Bien sûr, parce qu'en fait, l'érosion du bois, des intempéries, etc. Donc, de toute façon, on est touché de la même façon. Donc, on va essayer, évidemment, de maîtriser au maximum, par la réduction de nos coûts, cette inflation qui va nous toucher, pour éviter de la répercuter dans les prix. Mais il y a un moment, il ne faut pas se leurrer, je pense qu'on ne tiendra pas. Eh oui. Dernière question, Thierry. Bonsoir. Alors, Bonsoir. en aparté, alors, parce qu'on a un autre invité, oui. Bonsoir, bravo pour ce brillant parcours. Une question qui me vient, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Orange garde une telle longueur d'avance sur les CFR, Bouygues et Free, qui sont pourtant des entreprises puissantes? Qu'est-ce qui vous donne cette longueur d'avance? Est-ce que c'est l'héritage de France Télécom où vous aviez ce monopole? Est-ce que c'est une recette un petit peu? Non, parce qu'on a perdu des parts de marché et on les a regagnées. Moi, je vais vous dire, c'est une seule chose, c'est l'engagement des salariés d'Orange. C'est l'engagement, c'est la culture d'entreprise. On a essayé de marier cet ADN de service public, mais qu'on a perdu, parce qu'on n'est plus un service public, et néanmoins cet attachement au service du client et au service des clients. Et la mobilisation des équipes, l'engagement des équipes, c'est ce que moi je travaille le plus, de même que la culture d'entreprise, pour que ce collectif soit en marche tous les jours, pour globalement servir des clients. Je vais vous donner un exemple. Quand la crise Covid a eu lieu, que le premier mois, le monde entier a été confiné, la France entière a été confinée, en général, nous faisons 200 000 interventions par mois en moyenne, d'accord ? Ce mois-là, on en a fait 1 million. 1 million de techniciens ont travaillé sans masque, parce qu'on n'avait pas de masque. Ils sont allés dans les hôpitaux, chez les médecins, chez vous, pour vous amener des réseaux, pour que globalement, vous puissiez faire du télétravail, que vos enfants puissent suivre leur éducation. 1 million d'interventions. Ils ont travaillé jour et nuit. Il n'y a pas une boîte qui est capable de faire ça, à part nous. Et moi, j'en suis extrêmement fière, et c'est ce collectif que j'essaye de porter.
et d'encourager, parce que c'est ça qui fait notre différence et qui la fera toujours. Et le jour où on perdra ça, comme je le dis toujours, c'est Samson qui aura vu Dalila et qui aura perdu tous ses cheveux. Bon, elle devait être super brillante, elle l'a été. On applaudit Merci. très chaleureusement Fabienne Dulac. Merci Fabienne, merci Fabienne.